la coordination est au point mort. Les services de sécurité palestiniens n'interviennent pas. Ça fait déjà belle lurette qu'ils ne sont pas intervenus dans la région de Jenin et dans la région de Naplouse et tout le Karem. Donc c'est toute la Samarie Nord, ou qui est en dehors de la portée de l'autorité palestinienne. On n'aura pas le choix, je vous le dis très clairement, que d'investir les grandes villes pour essayer, je dirais, de mettre fin à cet état-là. Il n'y a pas d'autre solution. Nous avons le plaisir de retrouver Jacques Neria. Jacques, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Je rappelle que vous êtes ancien officier supérieur des services de renseignement militaire israélien, ancien conseiller d'Yitzhak Rabin. Je voudrais que nous parlions ensemble de cette tension qui grandit, de ces attentats qui se multiplient malheureusement en Judée, en Samarie et même à l'intérieur du territoire israélien, comme on a pu voir cet attentat qui a été déjoué la semaine dernière à Yafo, près de l'horloge, de la place de l'horloge. Est-ce qu'il y a une organisation aujourd'hui d'attentats terroristes? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le Hamas, le djihad, peut-être même les Tanzines, le Fatah se préparent à organiser des attentats terroristes en Judée-Samarie? Écoutez, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de coordination entre ces trois factions palestiniennes que vous avez tous citées. Fatah, Djihad islamique et Hamas, c'est plutôt un terrorisme d'atmosphère. Donc c'est tout simplement l'incitement qui est de la part des trois organisations, pousse les Palestiniens à se réveiller de bon matin, à recevoir les rayons de Dieu qui leur disent allez tuer des Juifs. C'est plus ou moins ça, ce qui fait naturellement que le combat contre cette sorte de terrorisme est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus délicat. Donc, et surtout, rappelez-vous, aucune frontière ne peut être hermétiquement scellée entre nous et les Palestiniens. Il y a encore des endroits où les barrières sont tout simplement ne sont pas achevées, elles sont ouvertes. Il y a des trous par-ci par-là dans la protection. Donc, de ce point, nous sommes encore vulnérables. Et je dirais nous sommes assez chanceux que pour l'instant nous ne heurtons pas avec une vague de terrorisme beaucoup plus intense. Et cela naturellement à cause je dirais grâce à l'intervention armée d'Israël dans les territoires. Et ce que de plus en plus nous parlons ces derniers temps, c'est qu'on n'aura pas le choix que d'investir, je dirais, les villes comme Jenin, comme Tulkarem, comme Naplouse. Parce que autrement, si nous ne passons pas à l'offensive, ce sera tout simplement la défensive, nous sommes toujours vulnérables. Est-ce qu'il y a un changement aujourd'hui au sein de l'autorité palestinienne, dans les services de renseignement, dans les les forces de sécurité palestiniennes, dans la coopération qui existait et qui s'est maintenue par vent et par malgré toutes les difficultés entre Israël et les forces de sécurité, cette coopération, est-ce qu'elle s'est effritée aujourd'hui? Est-ce qu'elle s'effrite parce que Mahmoud Abbas est plus fatigué, moins autoritaire? Effectivement, le partenariat avec les forces de sécurité de l'autorité palestinienne a cessé depuis de belles lurettes, et ce qui fait aussi que les Palestiniens eux-mêmes prétendent qu'ils reçoivent uniquement que 70% de leur salaire, parce que les 30% sont tout simplement dirigés par l'autorité palestinienne à payer les salaires des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Donc de ce point de vue-là, je dirais, et puis il faut regarder l'état, je dirais, de la pauvre autorité palestinienne qui ne cesse de se dégrader. L'autorité palestinienne, et certainement Mahmoud Abbas, ne jouit d'aucune popularité en Cisjordanie et certainement dans la bande de Gaza. Et tout le monde, tout simplement, attend le temps où Mahmoud Abbas va passer de l'autre côté. Il a 87 ans et naturellement, les choses vont radicalement changer à partir du moment où il ne sera plus là. La lutte. Qu'est-ce qui peut changer justement? Qu'est-ce qui peut changer? Est-ce que aujourd'hui, vous dites qu'il n'y a plus de coopération sécuritaire entre les deux parties aujourd'hui?
Tout à fait. La coordination est au point mort. Les services de sécurité palestiniens n'interviennent pas. Ça fait déjà belle lurette qu'ils ne sont pas intervenus dans la région de Jenin et dans la région de Naplouse et tout le Karem. Donc c'est toute la Samarie Nord, ou qui est en dehors de la portée de l'autorité palestinienne. Ce qui fait que naturellement, pendant plus de 2 ans, il y a eu des nids qui se sont développés, et le résultat est là. La plupart des actes de terrorisme proviennent de cette région-là, et tout simplement parce que le manque d'autorité, le manque de présence de l'autorité palestinienne. De l'autre côté, il a fallu un certain temps pour nous pour constater qu'il fallait, je dirais, envisager une incursion beaucoup plus sérieuse dans ces régions-là. On l'a vu déjà la semaine dernière. Ce ne sont plus de petites équipes israéliennes qui pénètrent dans les régions palestiniennes, mais c'est tout simplement, je dirais, des unités entières. On parle de 400, 500, 600 soldats, peut-être qu'on ira encore un peu plus. On n'aura pas le choix, je vous le dis très clairement, que d'investir les grandes villes pour essayer, je dirais, de mettre fin à cet état-là. Ça veut dire il n'y a pas d'autre solution. Ça veut dire que c'est une opération Rempart 2 ? Je ne pourrais pas dire Rempart 2, de cette façon, c'est incursion 2, oui, incursion 3, mais on parle, je dirais, d'une incursion de la grandeur de ce qui s'est passé au début des années 2000. Oui, alors il y a un paradoxe qu'on a peut-être du mal à percevoir. D'un côté, on critique Mahmoud Abbas, on dit qu'il est impuissant, et de l'autre côté, finalement, on déplore le fait qu'il n'y ait plus de coopération avec les forces de sécurité palestiniennes, parce que finalement, cette coopération, elle aidait les forces de sécurité israéliennes, même si de l'autre côté, il y avait aussi, elle aidait aussi, elle protégeait aussi d'une certaine manière Mahmoud Abbas, elle aidait aussi les forces de sécurité israéliennes. Écoutez, l'autorité palestinienne aujourd'hui se cache derrière Israël. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez qu'il n'y a pas eu d'élection législative ou quoi que ce soit présidentielle dans les territoires palestiniens depuis au moins 17 ans. Donc, ce qui fait aujourd'hui, l'autorité palestinienne prétend que c'est à cause d'Israël, parce qu'Israël a demandé forcément à l'autorité palestinienne de ne pas mener ces élections-là à cause du grand risque que le Hamas pourrait gagner et naturellement prendre la place de l'autorité palestinienne. Dans ce cadre-là, donc, il y a une balance très sensible à tenir entre nous et l'autorité palestinienne. De l'autre côté, il n'y a pas de partenaire. Nous connaissons très bien Mahmoud Abbas. Il est d'un côté quelqu'un de très pratique et qui n'a pas de grande idéologie, mais de l'autre côté, c'est un antisémite, et on le voit, on l'a vu dernièrement avec ses remarques sur la Shoah, ses remarques sur Israël. Donc, de ce point de vue-là, je vous dirais, il n'y a pas grand espoir. Il faut tout simplement attendre qu'il y ait un changement, et le changement se passera. L'âge est là, il a 87 ans, il ne va pas vivre jusqu'à 120 ans, certainement pas. Alors, que peut-il se passer? On va essayer de se projeter jusqu'à l'après Mahmoud Abbas. Que peut-il se passer au lendemain de la disparition de Mahmoud Abbas? Donnez-nous un scénario. Il y a deux choses, deux grands scénarios. Un, c'est un renversement de l'autorité palestinienne, la prise du pouvoir par Hamas, ou certainement Hamas et non pas Djihad islamique. Donc, on l'a vu déjà dans la bande de Gaza, à partir du moment où les élections, où la situation le permet, le Hamas tout simplement prend le dessus. Et naturellement, ce qui veut dire qu'il y aura un affrontement direct entre nous et le Hamas, et une possibilité d'anéantir en fait l'autorité palestinienne et de la mettre comme un chapitre dans l'histoire. Ça, c'est d'un côté. D'autre côté, il se pourrait que le Fatah se réveille. Donc, il est encore là. Ces factions les factions armées du Fatah sont là encore. Et il se pourrait que dans un sursaut, je dirais, de dernier souffle, le Fatah reprenne le dessus. Alors là, il y aurait naturellement une lutte intestine entre les différentes factions du Fatah, d'un côté avec Dahlan qui est aujourd'hui aux Émirats, de l'autre côté c'est Jabril Rajoub qui est sur place, et naturellement El Sheikh qui aujourd'hui remplit
je dirais, le rôle de connexion entre l'autorité palestinienne et Israël, et qui est naturellement, qui est pointé comme le successeur de Mahmoud Abbas. Donc, de ce point de vue-là, si jamais cela se passe, je dirais, il y aurait une accalmie, une certaine possibilité de reprendre, je dirais, le dialogue avec l'autorité palestinienne pour essayer de mettre de nouvelles règles sur le terrain. Est-ce que, soyons logiques, est-ce que dans l'intérêt d'Israël serait de venir en aide au Hamas, au Fatah, par exemple, pour lutter contre le Hamas dans un contexte de confrontation militaire? Écoutez, nous avons nos propres intérêts. Je ne pense pas qu'aider le Fatah contre le Hamas est un intérêt israélien. L'intérêt israélien est tout simplement très clair. Essayer d'empêcher tout acte de terrorisme contre nous. Maintenant, s'il faut naturellement coopérer d'une façon ou d'une autre avec Fatah, certainement. Avec le Hamas, il est certain qu'il n'y a pas de dénominateur commun, il n'y a pas de possibilité de dialogue. Le Hamas déclare très clair, comme le font Hezbollah et le Djihad islamique, que la fin d'Israël est proche, et tout simplement c'est une question de temps. Eh bien, Jacques Neria, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur cette tension qui se développe, on va dire, malheureusement, en Judée, en Samarie, et qui est tout de même jugulée grâce aux forces de sécurité israéliennes, aux renseignements militaires israéliens, en particulier au Shin Bet. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, Daniel. Bonne journée à l'audience.